Chapitre 38. Habitat artificiel. Chaque jour, nous continuons, nous autres hommes, à transformer la Terre, qui s'éloigne ainsi toujours plus de la nature originelle. Nous avons déjà, c'est inouï, défriché, construit et retourné 75% de la surface de la terre ferme. Les sens des animaux n'en sont pas moins adaptés, plutôt qu'à l'asphalte et au béton, à la forêt, aux marais ou aux sites aquatiques vierges. Pour mesurer à quel point nous bouleversons leurs habitudes, prenons l'exemple de la lumière artificielle. En Europe, la moitié du ciel nocturne est polluée par les lampes. L'éclairage d'une petite ville de 30 000 habitants se diffuse déjà à 25 km à la ronde. Il est devenu quasiment impossible de contempler un ciel étoilé sans cette nuisance visuelle. Et ce n'est pas le moindre mal. Beaucoup d'espèces animales, notamment des insectes, s'orientent grâce aux astres quand ils sont en vadrouille dans l'obscurité. Ainsi, les papillons de nuit prennent la lune pour repère quand ils veulent voler tout droit. Par exemple, ils la laissent à leur gauche quand elle est au zénith et qu'ils souhaitent mettre le cap plein ouest. Mais un petit papillon ne sait pas différencier la lune d'une lampe décorative qui éclaire le jardin. Alors quand il s'en vient, voletant au milieu des roses et des tulipes, il change aussitôt d'orientation. De nuit, la source de lumière la plus puissante, c'est bien la lune, non ? Il s'efforce donc de laisser cette nouvelle lune à sa gauche. Mais la lampe ne se trouve malheureusement pas à 384 000 km de lui, mais à quelques mètres seulement. S'il continue à voler tout droit, le papillon se retrouve avec la lune dans le dos et a l'impression d'avoir tourné. Le pilote ailé corrige donc son cap vers la gauche pour, s'imagine-t-il, voler à nouveau tout droit. La lune se retrouve ainsi, comme il se doit, à sa gauche, mais en réalité l'insecte se met à tourner en orbite autour de la lampe. Sa trajectoire en spirale se resserre inexorablement jusqu'au centre. Si c'est une bougie qui a tenu lieu de lune artificielle, on entend « pof » et c'en est fini du papillon. Mais l'étau se resserre de toute façon. Quand on passe sa nuit à essayer de voler tout droit et que l'on atterrit constamment sur une ampoule, le corps finit par épuiser ses réserves. Alors que l'on voulait juste voler jusqu'aux plantes à floraison nocturne pour faire le plein de nectar, c'est à une cure d'amaigrissement involontaire que l'on est soumis au fil des heures. Et comme si cela ne suffisait pas, les prédateurs ont adapté leur comportement à la nouvelle situation. Chez nous, des araignées aranéomorphes tissent régulièrement leur toile sous la lampe de la porte d'entrée, et la chasse y est fructueuse. Dès lors qu'un papillon amorce son irréversible spirale autour de la lampe, sa course se termine dans les fils collants où la propriétaire le tue de ses crochets à venin. Pour les animaux sauvages, ce sont les routes qui constituent un danger particulier. L'asphalte en soi n'a rien de négatif de prime abord. Insectes et reptiles peuvent s'y réchauffer jusqu'à atteindre leur température opérationnelle. Ces surfaces sombres chauffent particulièrement bien et aident les animaux poikilothermes, qui ne produisent eux-mêmes que peu de chaleur, au printemps notamment, à démarrer plus vite. Mais à la condition seulement qu'aucun véhicule ne vienne à passer, mettant brutalement fin au bain de soleil. Les routes ont par ailleurs leurs aspects attrayants, pour les cerfs et les chevreuils notamment. Leurs talus sont régulièrement fauchés, si bien qu'il y pousse toujours des herbes tendres. Comme la chasse est interdite à proximité de la circulation, pour ne pas mettre en danger les automobilistes, les abords des routes sont tout ce qu'il y a de plus sûr. Ne nous étonnons pas par conséquent de voir autant de gibier la nuit dans ces biotopes. D'où aussi, malheureusement, le nombre élevé d'accidents impliquant des animaux. Les compagnies d'assurance allemandes font état, dans leurs statistiques annuelles, de quelques 250 000 collisions avec soit un sanglier, soit un chevreuil, soit d'autres animaux sauvages, et leur issue est souvent mortelle pour ces derniers. Ils devraient pourtant, en principe, retenir la leçon, car deux causes font sans arrêt de nouvelles victimes. Il s'agit d'abord de l'imprudence propre à la jeunesse, laquelle existe aussi chez les animaux. Les chevreuils d'1 an, par exemple, partent en vadrouille à la recherche de leur futur territoire.
tandis que leurs congénères établis de longue date font souvent moins de 100 mètres dans la journée et la passent à déguster de tendres feuilles de framboisier, les jeunes poursuivent leur chemin tant qu'ils n'ont pas découvert un petit coin libre. Or, compte tenu de la densité du réseau routier, il faut traverser nombre de ces rubans d'asphalte avant de trouver un coin tranquille et inoccupé. La seconde cause, c'est l'amour. Les brocards, en particulier, perdent complètement la tête pendant la saison des amours et ne pensent plus qu'à une chose, le sexe. En juillet et en août, leurs hormones s'affolent sous l'effet de la chaleur et les chevreuils passent leur temps à tendre l'oreille à l'affût du moindre piaulement affriolant. C'est en poussant ce cri que les chevrettes prêtes à s'accoupler attirent leur attention. Certains chasseurs sont capables d'imiter ce piaulement en se servant d'un brin d'herbe ou d'une feuille, l'un ou l'autre coincé entre les deux pouces pour mieux souffler dedans. Je l'avoue, j'ai moi-même un jour trompé un brocard de cette façon pour voir si cela marchait vraiment. Et de fait, à peine avais-je émis un premier doux piaulement qu'un brocard bondit hors des buissons, avant de regarder autour de lui où pouvait bien se trouver la chevrette de son cœur. Les mâles ont les sens tellement brouillés qu'ils traversent les routes dans le même élan, sans faire attention, quand une aventure les tente de l'autre côté. C'est pourquoi il y a davantage d'accidents l'été impliquant des chevreuils, y compris de jour. La ville par elle-même est-elle le lieu de tous les maux pour la vie sauvage? En aucune façon. En dehors des limites et des dangers dont j'ai parlé, la ville est une aubaine, notamment pour la biodiversité. Alors qu'à ses portes les champs et les prés, noyés sous des flots de lisier, se dépeuplent pendant qu'en forêt les abatteuses scient un arbre après l'autre, tassant au passage irrémédiablement les sols, de nouveaux biotopes, intacts en comparaison, voient le jour entre les rangées de maisons. Il n'est pas étonnant qu'une multitude d'espèces, dont des milliers de plantes, aient quitté les déserts agraires pour y trouver refuge. Les scientifiques considèrent que dans l'hémisphère nord, les villes concentrent environ la moitié des espèces régionales et nationales. C'est ainsi que nos agglomérations se transforment quasiment en hotspot de la biodiversité. Pourquoi est-ce que je remets sur le tapis les plantes et leur propagation dans un livre consacré aux animaux? Pour la simple raison que les herbes, les buissons et les arbres, qui constituent la base de leur alimentation, se situent en bas de la chaîne alimentaire et sont par conséquent des indices importants quant à la qualité des biotopes. Le diagnostic positif concerne donc aussi les animaux. On trouve par exemple à Varsovie 65% des espèces d'oiseaux recensées en Pologne. La ville est un jeune espace naturel, comparable à une île volcanique qui émerge, nue et déserte, dans un énorme fracas, avant, les années passant, d'être colonisée par les plantes et les animaux. Ces biotopes récents ont en commun les fortes modifications dont ils seront longtemps l'objet. Les villes mettront donc, elles aussi, des décennies, voire des siècles, à trouver un équilibre incluant ces espèces. À Berlin, Munich ou Hambourg, vous êtes ainsi les témoins d'une évolution certes lente, mais continuelle. Au commencement, un nombre proportionnellement élevé d'espèces non endémiques prend racine dans les villes. Ce sont leurs habitants qui les ont plantées là, ou plutôt abandonnés à leur sort dans les jardins et les parcs. Il faudra attendre des siècles pour que des espèces locales se multiplient à nouveau et s'imposent alentour. Les États-Unis et l'Italie nous montrent par leur évolution respective qu'il en va bien ainsi. Tandis que, sur le continent américain, le nombre d'espèces non locales diminue d'est en ouest, reflétant les vagues d'établissement des Européens, à Rome, ce nombre est tombé à 12,4% du nombre total d'espèces. Il est vrai que la ville éternelle a mis de plus de 2000 ans à parvenir à ce résultat. Une évolution comparable s'observe chez les animaux. Les généralistes, tels le renard, capable de s'adapter aux milieux les plus divers, ont la tâche facile. Mais les animaux semblent tout de même rencontrer plus de difficultés que les plantes, et ce, pour deux raisons. Ils ont besoin de territoires plus grands qu'elles et sont menacés par les chats, entre autres animaux de compagnie, ainsi que par la circulation. Et si une espèce, telle le pigeon, s'impose vraiment trop,
Elle nous devient antipathique, au point parfois que nous la combattons. L'apiculture des villes constitue pour moi une évolution particulièrement positive. À l'inverse des paysages ouverts, le cœur des villes présente tout l'été une offre de plantes à fleurs de qualité, si bien que le nombre de colonies et la quantité de miel produite ne cessent d'augmenter. C'est le signe qu'il doit aussi y avoir en ville suffisamment de nourriture pour les papillons et les bourdons. Nous constatons donc que l'agglomération n'est pas un milieu perdu pour les animaux. Reste à écrire la page suivante, attestant que nous ne négligeons pas pour autant la nécessité de protéger leurs habitats d'origine.